Laisse-moi vous expliquer en 2 minutes la guerre en Ukraine. Ce n'est pas une attaque de Poutine contre l'Ukraine, comme on nous le répète chaque jour. Tout a commencé en 1990, le 9 février 1990. James Baker III, notre secrétaire d'État, a dit à Mikhail Gorbatchev « L'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est si vous acceptez l'unification de l'Allemagne, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. » Tout d'abord, je tiens à préciser que Baker, qui aurait conclu cet accord, nie catégoriquement avoir jamais tenu de tels propos, tout comme George H.W. Bisson. Il affirme que cela ne s'est jamais produit et qu'une telle conversation n'a jamais eu lieu. C'est un point d'interrogation. Gorbatchev a dit que c'était très important. Oui, l'OTAN ne bouge pas et nous avons accepté la réunification allemande. Les États-Unis ont alors triché sur cet accord dès 1994, lorsque Clinton a approuvé un plan visant essentiellement à étendre l'OTAN jusqu'à l'Ukraine. L'OTAN n'exclura automatiquement aucun pays de l'adhésion. En même temps, aucun pays extérieur n'aura le droit de veto sur l'expansion. C'est à ce moment-là que les soi-disant néoconservateurs ont pris le pouvoir. Et Clinton en a été le premier agent. Et l'expansion de l'OTAN a commencé en 1999 avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Aujourd'hui, nous accueillons l'Hongrie, la Pologne, la République tchèque, effaçant enfin la ligne de démarcation que la guerre froide avait artificiellement imposée au continent européen. Notre objectif est d'aider à construire une Europe indivisible, libre, démocratique, en paix et en sécurité. Une Europe dans laquelle la Russie, l'Ukraine et d'autres États de l'ex-Union soviétique se joignent à nous pour une cause commune. Nous devons renforcer la coopération pratique entre l'OTAN et la Russie, ainsi qu'entre l'OTAN et l'Ukraine. Nous devons poursuivre nos efforts pour assurer une paix durable dans les Balkans, et nous ne pouvons pas partir tant que le travail n'est pas terminé. À ce moment-là, la Russie ne s'en souciait pas grand. Il n'y avait pas de frontières, à part avec Königsberg, mais à part cela, il n'y avait pas de menace directe. Puis les États-Unis ont mené le bombardement de la Serbie en 1999. C'était une mauvaise chose d'ailleurs, parce que cela a été l'utilisation de l'OTAN pour bombarder une capitale européenne, Belgrade, pendant 78 jours d'affilée afin de briser le pays. Les Russes n'ont pas du tout apprécié cela. Quand Poutine est devenu président, ils ont avalé la pilule, ils se sont plaints. Mais même Poutine a commencé en étant pro-européen, pro-américain. Il a même demandé peut-être qu'on devrait rejoindre l'OTAN. À une époque où il y avait encore l'idée d'une sorte de relation mutuellement respectueuse. Lors d'une réunion ici au Kremlin avec le président sortant Bill Clinton, juste ici dans la pièce d'à côté, je lui ai demandé « Bill, penses-tu que si la Russie demandait à rejoindre l'OTAN, tu crois que ce serait possible? » Soudain, il a dit « Tu sais, c'est intéressant. Je pense que oui. » Mais le soir, quand on s'est retrouvés pour dîner, il a dit « Tu sais, j'en ai parlé à mon équipe. Non, ce n'est pas possible maintenant. » Puis il y a eu le 11 septembre, puis l'Afghanistan. Et les Russes ont dit « Oui, on va vous soutenir. Nous comprenons qu'il faut éradiquer le terrorisme. » Mais ensuite, il y a eu 2 autres actions décisives. En 2002, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques. Aucun des 2 camps ne lancerait une attaque nucléaire, car ils savaient que l'autre riposterait, ce qui entraînerait la destruction des 2. Aujourd'hui, j'ai officiellement notifié à la Russie, conformément au traité, que les États-Unis d'Amérique se retirent de ce traité vieux de près de 30 ans. J'en ai conclu que le traité ABM entrave la capacité de notre gouvernement à développer des moyens de protéger notre population contre de futures attaques de missiles de la part de terroristes ou d'États voyous. Nous savons que les terroristes, et certains de leurs soutiens, cherchent à acquérir la capacité d'apporter la mort et la destruction jusqu'à notre porte grâce à des missiles.
Et nous devons avoir la liberté et la flexibilité nécessaires pour développer des défenses efficaces contre ces attaques. Le président Poutine et moi avons également convenu que ma décision de me retirer du traité ne compromettra en rien notre nouvelle relation ni la sécurité de la Russie. Comme l'a dit le président Poutine à Crawford, nous sommes sur la voie d'une relation fondamentalement différente. C'était probablement l'événement le plus décisif dont on n'a jamais parlé dans ce contexte. Mais ce que cela a fait, c'est déclencher l'installation par les États-Unis de systèmes de missiles en Europe de l'Est que la Russie considère comme une menace directe et grave pour sa sécurité nationale, car cela rend possible une frappe de décapitation avec des missiles à seulement quelques minutes de Moscou. Et nous avons installé 2 systèmes de missiles Aegis. Nous disons que c'est de la défense. La Russie répond « Comment savons-nous qu'il ne s'agit pas de missiles Tomahawk à ogives nucléaires dans vos silos ? Vous nous avez dit que nous n'avions rien à voir avec ça. » Et donc, nous sommes sortis unilatéralement du traité ABM en 2002. Et puis, en 2003, nous avons envahi l'Irak sous des prétextes complètement fallacieux, comme je l'ai expliqué. En 2004-2005, nous avons mené une opération de changement de régime en douceur en Ukraine, la soi-disant première révolution de couleur. Cela a mis au pouvoir quelqu'un que je connaissais et avec qui j'étais ami, et avec qui je suis encore vaguement en contact, le président Yushchenko. Parce que j'étais conseiller du gouvernement ukrainien en 1993, 94, 95. Et puis, les États-Unis avaient leur sale patte là-dedans. Ils ne devraient pas s'immiscer dans les élections d'autres pays. Mais en 2009, Yanukovych a remporté l'élection et il est devenu président en 2010 sur la base de la neutralité pour l'Ukraine. Cela a apaisé les choses parce que les États-Unis poussaient pour l'OTAN, mais les Ukrainiens, selon les sondages d'opinion, ne voulaient même pas être dans l'OTAN. Ils savaient que le pays est divisé entre Ukrainiens ethniques et Russes ethniques. Qu'est-ce qu'on veut avec ça? On veut rester à l'écart de vos problèmes? Donc, le 22 février 2014, les États-Unis ont participé activement au renversement de Yanukovych. Une opération typique de changement de régime par les États-Unis, n'en doutez pas une seconde. Et les Russes nous ont rendu service. Ils ont intercepté un appel vraiment moche entre Victoria Nuland, qui est maintenant ma collègue à l'Université Columbia, et si vous connaissez son nom et ce qu'elle a fait, ayez de la compassion pour moi. Vraiment. Entre elle et l'ambassadeur américain en Ukraine, Jeffrey Piat, qui est encore aujourd'hui un haut responsable du département d'État. Et il parlait de changement de régime. Il disait qui va être le prochain gouvernement. Pourquoi ne choisirions-nous pas celui-là? Non, Klitschko ne devrait pas y aller. Ça devrait être Yatselok. Oui, c'était Yatsmok. Et on fera venir le grand patron, Biden, pour lui donner une tape dans le dos, comme ils disent. C'est génial. Nous sommes en contact quotidien avec le gouvernement ukrainien pour nous assurer d'obtenir un résultat positif là-bas. Les Russes ont accusé à plusieurs reprises le gouvernement des États-Unis d'interférer dans la politique ukrainienne. Le gouvernement américain a, dans une certaine mesure, fait des déclarations réciproques à propos de la Russie. Le fait que des diplomates américains discuteraient de qui devrait ou ne devrait pas faire partie du gouvernement ukrainien ne suggère-t-il pas une certaine possibilité d'ingérence des États-Unis dans cette affaire? Absolument pas. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous sommes en jeu. La question Klitschko est évidemment l'élément compliqué ici. Surtout avec l'annonce de sa nomination comme vice-premier ministre. Et t'as vu certaines de mes notes sur les problèmes dans le mariage en ce moment. Donc on essaye d'obtenir une idée très rapide de sa position sur tout ça. Mais je pense que ton argument pour lui, que tu devras lui présenter, je pense que c'est le prochain appel qu'on veut organiser, c'est exactement celui que t'as fait à Yacht. Et je suis content que tu l'aies un peu mis sur le fait accompli concernant sa place dans ce scénario. Et je suis vraiment content de ce qu'il a répondu. Bien. Donc je ne pense pas que Clay devrait entrer dans le gouvernement. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que Yatsi, t'es le gars qui a l'expérience économique, l'expérience du gouvernement. Tu
C'est lui, tu vois, c'est dont il a besoin, c'est de Clutch et Tony Book à l'extérieur. Il a besoin de leur parler 4 fois par semaine, tu vois. Je pense juste que si Clutch y va, il va se retrouver à ce niveau-là à travailler pour Clutch et Hugh. Ça ne va tout simplement pas marcher. Oui, non, je pense que t'as raison. D'accord. Quand j'ai parlé à Jeff Feltman ce matin, il avait un nouveau nom pour le gars de l'ONU. Robert Seri. Je t'ai écrit ça ce matin. Oui, j'ai lu ça. Il a maintenant obtenu que Seri et Ban Ki-moon acceptent que Seri puisse venir lundi ou mardi. D'accord. Ce serait donc formidable de consolider ce projet. Qu'on aille se faire voir avec l'UE. Non, exactement. Et ils ont donc formé le nouveau gouvernement. Et il se trouve que j'ai été invité à m'y rendre peu de temps après, sans rien connaître du contexte. Et puis une partie aidait. On m'a expliqué de façon très désagréable, après mon arrivée, comment les États-Unis y avaient participé. Tout cela pour dire que les États-Unis ont alors déclaré « D'accord, maintenant, l'OTAN va vraiment s'élargir ». Et Poutine n'arrêtait pas de dire « Arrêtez, vous aviez promis aucun élargissement de l'OTAN ». Au fait, j'ai oublié de mentionner qu'en 2004, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. 7 pays de plus dans le fameux pas un pouce vers l'Est. L'accord adapté sur les forces armées conventionnelles en Europe a été signé en 1999. Il prenait en compte une nouvelle réalité géopolitique, la liquidation du bloc de Varsovie. Depuis lors, 7 ans se sont écoulés et seuls 4 États ont ratifié ce document, dont la Fédération de Russie. Les pays de l'OTAN ont déclaré ouvertement qu'ils ne ratifieraient pas le traité, notamment en ce qui concerne les restrictions sur le flanc, c'est-à-dire le déploiement sur les flancs d'un certain nombre de forces armées, tant que la Russie n'aura pas retiré ses bases de Géorgie et de Moldavie. Nos troupes sont en train d'être retirées de Géorgie et même de façon accélérée. Nous avons résolu ces problèmes avec nos collègues géorgiens, et tout le monde le sait. En Moldavie, il y a un groupe de 1500 militaires qui assurent des fonctions de maintien de la paix et gardent des entrepôts de munitions restés de l'époque de l'URSS. Et nous discutons constamment de cette question avec M. Sarum, il connaît notre position. Nous sommes prêts à continuer à travailler dans ce sens. Mais que se passe-t-il en Menza? Et en même temps, en Bulgarie et en Roumanie, les soi-disant bases avancées américaines légères apparaissent tous les 5 jours. 1000 baïonnettes dans chacune. Il s'avère que l'OTAN pousse ses forces de première ligne jusqu'à nos frontières d'État. Et nous, en respectant strictement le contrat, ne réagissons pas à ces actions. Je pense qu'il est évident que le processus d'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance elle-même ou la sécurité en Europe. Au contraire, c'est un facteur sérieusement provocateur, diminuant le niveau de confiance mutuelle. Et nous avons le droit de demander ouvertement contre qui s'adresse cet élargissement. Et qu'est-il advenu de ces garanties qui avaient été données par les partenaires occidentaux après la dissolution du pacte de Varsovie? Où sont ces déclarations aujourd'hui? Personne ne s'en souvient même. Mais je me permets de le rappeler à cette assemblée. J'aimerais citer un extrait du discours du secrétaire général de l'OTAN, M. Werner, à Bruxelles, le 17 mai 1990. Il a alors déclaré que le simple fait que nous soyons prêts à ne pas déployer de troupes de l'OTAN en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne offrait à l'Union soviétique de solides garanties de sécurité. Où sont ces garanties? Les blocs de pierre et de béton du mur de Berlin ont depuis longtemps été mis en pièces. Mais nous ne devons pas oublier que sa chute n'a été possible que grâce au choix historique de notre peuple, le peuple de Russie. Le choix en faveur de la démocratie et de la liberté, de l'ouverture et d'un partenariat sincère avec tous les membres de la grande famille européenne. Aujourd'hui, on essaye d'imposer de nouvelles lignes de séparation, de nouveaux murs, même virtuels. Mais ils continuent de diviser, de couper notre continent commun. Faudra-t-il encore de nombreuses années, des décennies et le passage de plusieurs générations de responsables politiques pour démonter et démanteler ces nouveaux murs? Les États-Unis ont continué de rejeter l'idée fondamentale de ne pas étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, alors même qu'on installe des foutus systèmes de missiles.
Après avoir rompu un traité en 2019, nous avons quitté le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. En 2017, nous sommes sortis du JCPOA, le traité avec l'Iran. Voilà le partenaire. Voilà ce qu'on appelle instaurer la confiance. En d'autres termes, c'est une politique étrangère américaine complètement irresponsable. Politique étrangère. Le 15 décembre 2021, Poutine a mis sur la table un projet d'accord de sécurité entre la Russie et les États-Unis. Un accord de sécurité. Vous pouvez le trouver en ligne. La base de cet accord, c'est l'absence d'élargissement de l'OTAN. J'ai appelé la Maison-Blanche la semaine suivante en les suppliant d'accepter les négociations. Poutine a proposé quelque chose, éviter cette guerre. Jeff, il n'y aura pas de guerre. Annoncer que l'OTAN ne va pas s'élargir. Ne t'inquiète pas, l'OTAN ne va pas s'élargir. J'ai dit, ah bon? Vous allez faire une guerre pour quelque chose qui n'arrivera pas? Pourquoi ne l'annoncez-vous pas? Il a dit, non, notre politique, c'est la porte ouverte. C'est Jake Sullivan. Notre politique, c'est la politique de la porte ouverte à l'élargissement de l'OTAN. Ça, c'est ce qu'on appelle des conneries, au passage. On n'a pas le droit de mettre ses bases militaires où on veut et de s'attendre à la paix dans le monde. Il faut faire preuve d'un peu de prudence. Il n'existe pas de porte ouverte du genre on va être là, on va installer nos systèmes de missiles là-bas et c'est notre droit. Il n'y a aucun droit à cela. En 1823, on a déclaré « Les Européens ne viennent pas dans l'hémisphère occidental ». C'est la doctrine Monroe, tout l'hémisphère occidental, après tout. Bref, ils ont refusé les négociations. Ensuite, l'opération militaire spéciale a commencé. Et 5 jours plus tard, Zelensky dit « D'accord, la neutralité ». Et puis les Turcs ont dit « Bon, on va servir de médiateur ». Et je me suis envolé pour Ankara pour en discuter avec les négociateurs turcs parce que je voulais savoir exactement ce qui se passait. Donc, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient parvenus à un accord, avec quelques détails à régler. Et puis, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, ces 2 puissances occidentales, ont clairement dit « Pas question, absolument pas, vous continuez à vous battre avec toute votre force, nous vous soutenons pleinement, nous ne sommes pas directement en première ligne, vous allez probablement tous mourir dans cette lutte acharnée, mais nous vous soutenons inconditionnellement, alors même qu'on les poussait sans cesse et de manière implacable sur la ligne de front. Cela fait maintenant 600 000 morts ukrainiens, un chiffre absolument tragique, depuis que Boris Johnson est venu personnellement leur dire d'être courageux et de tenir bon, c'est absolument épouvantable et profondément regrettable. Il y a une histoire racontée pour la première fois par l'ancien premier ministre israélien Naftali Bennett, selon laquelle les 2 parties étaient vraiment proches de la fin, de la conclusion réussie de négociations. Aucun mot à dire. En gros, j'agis et je me bats. Mais dans cette affaire, c'est l'Amérique qui écrit pour moi. Et je n'agis pas de mon propre chef. Chaque action que j'ai entreprise était conforme aux détails. À la fois avec les États-Unis, avec l'Allemagne et avec l'Occident. Donc, ils l'ont vraiment détruit? En grande partie, oui. En grande partie, ils l'ont détruit. Et en même temps, je pensais qu'ils étaient des voleurs. Et puis, le représentant ukrainien Arami l'a en quelque sorte confirmé. Oui, il a dit dans une interview qu'il y avait une sorte de conseil de Boris Johnson d'arrêter de négocier et de gagner cette guerre militairement. Il y a une chose que je veux vraiment démolir, et j'aurais besoin de votre aide à ce sujet, car l'idée selon laquelle le Royaume-Uni aurait joué un rôle déterminant dans la prévention d'un accord de paix en avril 2022, 2 mois après la guerre, est un pur mensonge. Quand tu es parti? Oh, quand je suis sorti? Je peux vous assurer que c'est un mensonge absolu, fumant et puant. Il n'y avait aucune possibilité que Zelensky puisse accepter ou ait pu accepter quoi que ce soit qui ressemble aux conditions proposées à Istanbul.
Je n'ai jamais discuté de tout cela avec Zelensky. Ce n'était absolument pas le but de mon voyage. Mais je peux vous assurer que même si j'avais abordé la question des pourparlers d'Istanbul avec Zelensky, il n'y avait aucune chance qu'ils allaient conclure un accord, quoi que nous disions, et je n'ai certainement rien fait pour empêcher un tel accord. Il n'y avait tout simplement pas de possibilité, et je ne pense pas qu'aucun président ukrainien n'aurait pu accepter ces conditions. Quand on réfléchit à votre question, il faut comprendre que nous n'avons pas affaire, comme on nous le répète chaque jour, à un fou comme Hitler, qui viendrait nous attaquer, violer ceci, violer cela, et qui s'apprêterait à conquérir l'Europe. C'est une histoire complètement bidon, une fausse histoire qui n'est qu'un pur récit de relations publiques du gouvernement américain. Et cela ne tient absolument pas la route. Soyons honnêtes, là, nous menons une guerre par procuration. Nous menons une guerre par procuration, mais nous ne donnons pas à nos alliés les moyens de faire le travail. Et depuis des années maintenant, nous les laissons se battre avec une main attachée dans le dos. Et ça a été cruel. Ça a été cruel. Et maintenant, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, il y a 3 choses que nous devons faire. Pour y arriver, il faut leur donner les armes dont ils ont besoin, leur accorder les autorisations nécessaires, leur fournir tout le soutien militaire, logistique, tactique possible, sans entrer nous-mêmes en conflit direct avec les Russes. Deuxièmement, il faut leur donner l'argent. J'ai parlé des 300 milliards. Mais troisièmement, il faut que nous le fassions. Et d'ailleurs, nous devrions faire plus que simplement les 300 milliards. Nous devrions mettre en place une sorte de pré-bail pour l'Ukraine. Vous savez, 1,5 million ou peu importe. Pour que Poutine comprenne, tout cela vise à ce que la Russie sache quel sera le résultat final. Si vous en avez mon point clé. Les Ukrainiens, les Russes, le monde entier doit savoir où nous, l'Amérique, le Royaume-Uni, l'Europe, voulons que tout cela aboutisse. Et nous avons laissé cette ambiguïté s'installer encore et encore. Et c'est tout le problème avec l'Ukraine. À moins que, et tant que nous ne clarifions pas cela, vous ne convaincrez pas Poutine de reculer et vous n'obtiendrez pas la paix. Est-ce que tout le monde comprend ce que cela signifie de soutenir l'Ukraine comme Boris Johnson soutient l'Ukraine? Cela signifie que 2000 Ukrainiens sont tués ou grièvement blessés chaque jour. C'est pas ça, soutenir l'Ukraine. C'est soutenir la destruction de l'Ukraine. C'est exactement l'inverse. C'est donc une idée purement orwellienne de dire que nous soutenons l'Ukraine en poursuivant cette guerre. Mais je pense qu'il y a un autre point important à souligner ici. Je ne suis pas sans espoir, mais pour une raison tout à fait différente. Et cette raison, c'est que notre politique n'est pas déterminée par les présidents américains. Notre politique est déterminée par l'appareil sécuritaire d'État. Et ce qui se passe en ce moment n'est pas dans l'intérêt sécuritaire de l'Amérique. Il pourrait donc changer d'aller. Et le président Poutine a d'ailleurs dit quelque chose de très intéressant lors d'une interview en 2017. Je crois que c'était dans le Figaro, à l'époque où il avait déjà eu 3 présidents comme homologues, Bush, Obama et Trump. Et il a dit à ce journaliste, un journaliste français en 2017, « Vous savez, j'ai déjà eu affaire à 3 présidents américains. Ils arrivent au pouvoir avec des idées, mais ensuite des hommes en costume sombre et cravate bleue viennent leur expliquer quelle est la véritable situation. Et on n'entend plus jamais parler de ces idées. Et cela vient d'un dirigeant au caractère très dur qui était lui-même du KGB. Il comprend très bien comment fonctionne le système américain. Il comprend ce que la CIA représente pour la politique étrangère américaine. Il comprend que la politique étrangère américaine est très profondément ancrée. Ce n'est pas que l'un gagne, puis Obama change tout, puis Trump arrive et change à son tour. Rien de tout cela d'ailleurs. C'est une politique étrangère cohérente, on pourrait dire depuis 19, en tout cas depuis 1991. Et on pourrait même dire depuis 1945. Et d'ailleurs, la politique étrangère britannique est la même. Et je dirais même que la politique étrangère britannique vis-à-vis de la Russie remonte à 1840.
C'est vers 1840 que le gouvernement britannique a eu l'idée que la Russie représentait une menace pour la Grande-Bretagne, pour l'Empire britannique à travers l'Asie centrale. Et l'idée que la Russie allait envahir l'Inde par le col de Khyber. Et cela est devenu une obsession. Et c'est devenu la base de la guerre de Crimée de 1853 à 1856. Et la russophobie, en gros, n'a jamais vraiment diminué. Bien sûr, à deux moments, la Grande-Bretagne s'est alliée à l'Union soviétique, ou s'est alliée à la Russie pendant la Première Guerre mondiale et à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'Union soviétique, bien sûr, avec ses 27 millions de morts, a brisé l'échine de l'armée d'Hitler. Pas la Grande-Bretagne ni les États-Unis, qui s'en attribuent tout le mérite. Ils s'en souviennent même pas. Ils n'invitent même pas les dirigeants russes. Et la Russie a supporté tout le poids des combats contre la Wehrmacht. Mais ensuite, dès que, vous savez, au milieu de 1945, après 27 millions de morts en Union soviétique et une alliance avec l'Union soviétique, Churchill a demandé au ministère de la Guerre d'envisager « et si on envahissait maintenant l'Union soviétique ?» L'opération impensable. En d'autres termes, continuons la guerre. L'Allemagne vient de capituler. Maintenant, nous devrions aller envahir l'Union soviétique. Ça n'a pas été proposé. En tant que jeu de guerre défensif, c'était une idée réelle de Churchill à l'été 1945. Et les États-Unis ont dit « Non, en fait, on ne va pas refaire une guerre tout de suite. » Mais c'est un peu bizarre d'ailleurs. Mais c'est comme ça que la Grande-Bretagne a toujours pensé. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont des tendances très profondes et constantes. Et la Grande-Bretagne a tout appris aux États-Unis. Et nous continuons sur la même tendance profonde. Ce qu'il nous faut, c'est que le Pentagone, la CIA et les autres agences de renseignement comprennent que nous sommes dans un monde multipolaire. Nous faisons face à une superpuissance nucléaire en Chine, une superpuissance nucléaire en Russie. La victoire n'a aucun sens. La tragédie n'est pas une option en ce qui me concerne pour une politique. Et donc, il nous faut une stratégie différente, puis quelqu'un en costume sombre et cravate bleue viendra dire au président, quel qu'il soit, que désormais nous faisons les choses autrement. Et c'est ce qu'on peut espérer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.